Avec les scouts de Wilhelmskirch, nous avions des activités avec les immigrés portugais dans notre quartier. Et en 73, à Pâques, je suis parti préparer ce camp au Portugal et nous y sommes allés ensemble en été 73. Il faut distinguer entre les villes et la campagne. À la campagne, on voyait moins la dictature et ses effets, on voyait moins la propagande, mais on vivait l'analphabétisme. Donc ce sont des impressions très mélangées que j'ai eues avant le 25 avril. C'est d'une part des activités que nous avons fait avec les scouts. En nous apercevant que dans notre quartier, il y avait des Portugais, des immigrés portugais qui en plus vivaient dans des conditions de logement assez effroyables. Et d'autre part, mon engagement personnel au sein de la Jugend dont la revue Forum est née, ont contribué à ce que je m'y consacre un peu plus que quelques années. C'est sûr que les immigrés à l'époque étaient livrés au consulat, parce que les papiers, les documents d'identité, tout ça dépendait du consulat, et le consulat était en fait l'émancipation des autorités qu'ils avaient connues dans leur pays d'origine. Et donc l'attitude était réservée, mais il fallait bien faire avec. Si on voulait avoir un passeport ou une carte d'identité, il fallait bien passer par le consulat. Mais je crois que finalement, au fil des ans, les gens se sont aperçus qu'il ne fallait plus avoir peur, qu'on était dans un pays où la parole était libre. De là à dire qu'ils l'ont saisi tous les jours pour l'utiliser, c'est une autre question. Mais on l'a vu avec aussi le recrutement plus conséquent que les syndicats ont fait parmi les ouvriers portugais. Donc là, il y a eu peu à peu une responsabilisation et une prise en main de leur destin, parce qu'ils pouvaient le faire, alors qu'avant, ils avaient peur de le faire. En 1974, je suis allé à Porto pour apprendre le portugais, parce que je gagnais ma vie comme instituteur dans une classe d'accueil. Et pour pouvoir communiquer, non pas avec les élèves auxquels j'apprenais le français, mais avec leurs parents, il était utile de connaître la langue que parlaient les parents. Et donc, je suis parti en 1974 apprendre le portugais dans une communauté chrétienne à Porto. En été 74, je suis retourné en été 75 dans un cours beaucoup plus classique à l'université à Lisbonne. Disons que là, j'allais au cours pour avoir suffisamment de signatures, parce que j'habitais en 75 dans une maison occupée en plein centre de Lisbonne, et de manifestation en manifestation, il me restait tout juste un peu de temps pour aller au cours. Disons que à Lisbonne, évidemment, la situation a été chaude, on va dire. C'était le summum du mouvement révolutionnaire. Et d'ailleurs, ça annonçait aussi déjà la fin, ou en tout cas la décroissance. Je crois que les Luxembourgeois et le Portugal de la dictature, on ne savait pas trop sur lui. On savait à peine que la Grande-Duchesse et le gouvernement étaient passés par là lorsqu'ils fuyaient le Luxembourg au moment de l'occupation par les nazis. Mais sinon, je crois que il n'y avait pas de présence dans la réalité et la perception luxembourgeoise. Cela a changé avec les premiers Portugais qui sont arrivés
bien avant la chute de la dictature. Les premiers Portugais et les premiers Capverdiens en tant que lusophones. Et on voit aussi les réactions là au niveau officiel, au niveau du gouvernement. Il y avait quand même une attitude très pointue qu'on peut aussi documenter. Je vais être très poli, les réticences qu'ils avaient par rapport à des Capverdiens qui viendraient avec passeport portugais. Donc là, à un moment, bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un réflexe de type raciste par rapport, mais ça a davantage de la part des autorités que de la population. Ben, je crois que les allers et retours pour les immigrés devenaient plus clairs. Il y avait un cadre, on en arrivait à une immigration beaucoup plus légale. Hein. Dans le temps avant le 25 avril, les Portugais qui sortaient du Portugal, ils devaient avoir un passeur pour passer la frontière vers l'Espagne, un autre passeur pour franchir les Pyrénées. Et à ce moment-là, ils arrivaient à Luxembourg sans papier, hein, la plupart, et ils étaient régularisés. Ils traversaient d'un côté de la gare jusqu'en face, il y avait CDC, la grande compagnie de construction, et ils étaient en fait légalisés parce qu'on avait tellement besoin de main-d'œuvre que même la question des sans-papiers ne se posait pas telle quelle parce que leur afflux était voulu. La conséquence, c'est que ce qui était voulu aussi, c'était l'immigration familiale, la réunification familiale. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une classe d'accueil. Au mois de septembre, j'avais 5 élèves. Ok. À Noël, lorsque les papas étaient retournés et ramenaient la famille, j'en avais 25. Mais c'est dire aussi comment l'école était en fait dépourvue par rapport à une nouvelle réalité à laquelle elle a peu à peu seulement s'est adaptée. Donc tout est parti des scouts, est une activité que le groupe en question, c'était des 14-17 ans, qui ont décidé ensemble d'un projet qu'ils voulaient faire, et c'est eux qui ont décidé de faire une activité avec les immigrés du quartier. Et à partir de là, j'allais dire, dans le bon sens du terme, d'autres et moi, nous sommes entrés dans un engrenage. Parce que on s'est aperçu que les gens ne parlaient guère une langue d'ici. On s'est mis à donner des cours de langue. Puis on s'est aperçu que les gens venaient certes aux cours, mais en fait qu'ils avaient des soucis de toute autre nature. À partir de là, nous avons mis en place, avec des avocats bénévoles, une permanence juridique pour donner des conseils aux gens. Et puis, nous avons aussi thématisé ça de façon vers le grand public par le livre noir en 1974. Donc, à partir d'un engagement de terrain, une certaine conscience politique s'est gravée dessus et a fait que, eh bien oui, ça s'est développé. Moi, je ne suis qu'un élément de ce rouage, hein, parce que ça, on ne fait pas tout seul.